Et bonjour à tous, on se retrouve au jardin donc du coup pour la deuxième vidéo de ce cycle sur la photosynthèse. Dans la deuxième vidéo, on va parler du coup de ce cycle métabolique qui est l'inverse de celui de la photosynthèse, du coup qui est la respiration. Alors si la photosynthèse permet aux êtres qu'on appelle autotrophes de se nourrir à partir de carbone minéral pris dans l'atmosphère et de fabriquer leur propre matière organique grâce à la lumière du soleil, la respiration va permettre aux organismes dits hétérotrophes, donc comme nous en fait, hein, tout ce qui est en gros animal, et également les plantes elles-mêmes font de la respiration, de récupérer leur énergie à partir de la matière organique qu'elles auront ingérée, d'être justement autotrophes ou d'autres hétérotrophes, mais en tout cas voilà, pas à partir de l'énergie du soleil, mais à partir de matière organique en entrée du système. Donc la respiration, un peu à la manière en fait de la photosynthèse, va fonctionner à l'intérieur des cellules grâce à un organite qui est un peu similaire au chloroplastes qu'on a vu dans la photosynthèse. Mais si les chloroplastes sont un peu l'équivalent d'un panneau solaire, l'organite dont on va parler là, donc là toujours pareil, une cyanobactérie qui a été absorbée par endocytose il y a très très longtemps. Là, cet organite-là, lui, va être plus un peu le pendant de la centrale à charbon. C'est-à-dire qu'en entrée, la source d'énergie principale, ça va pas être des photons de lumière, ça va être de la matière organique qui va rentrer à l'intérieur du coup du cycle et qui va permettre de régénérer, donc toujours pareil, de molécules d'ADP et d'ATP, de les réactiver en les rechargeant. Mais en entrée, du coup, on va avoir de la matière organique qu'on va brûler, on va brûler du glucose. Donc ça serait un peu l'équivalent de la centrale à charbon, là où voilà, où notre chloroplaste avec ces thylakoïdes qui réagissent à la lumière du soleil, lui va plus être une sorte de centrale solaire. Et donc le nom de cet organite là, sûrement que pareil vous en avez déjà entendu parler, on appelle ça les mitochondries. Donc à l'intérieur de nos mitochondries, on va retrouver un peu le même genre de structure qu'on va avoir avec les thylakoïdes à l'intérieur des chloroplastes, donc une sorte de membrane repliée. Donc là il n'y a pas un nom vraiment précis, on appelle ça l'espace membranaire, l'espace intermembranaire. Il n'y a pas vraiment de nom précis comme le nom de thylakoïde à l'intérieur des chloroplastes. Et donc cette membrane-là, en fait, va faire un peu le même genre de procédé, de réaction qu'on va avoir dans les chloroplastes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du coup de la réaction, mais on va avoir de la même manière que dans les chloroplastes, ces deux molécules phosphatées qu'on va activer, charger et décharger. Donc on va retrouver notre ATP et notre ADP, et donc là ça va pas être, on va pas retrouver NADP et NADPH, mais on va trouver NAD+ et NADH qui vont être du coup chargés et déchargés dans ce cycle-là. Et donc ces molécules-là de transfert d'énergie ne vont pas être rechargées en capturant des photons de lumière du soleil, mais en brûlant du glucose. Et à partir du coup de ces molécules qu'on aura chargées et déchargées, on va avoir le pendant du cycle de Calvin qu'on a vu dans la première vidéo, qu'on va appeler le cycle de Krebs, et qui va du coup nous casser les glucoses en CO2 pour obtenir en gros de l'ATP et puis enfin de sorte d'équivalent d'ATP, donc de régénération d'énergie chimique. Cette énergie chimique là après va sortir du coup de la mitochondrie, donc les ATP et autres équivalents de transport d'énergie, les piles chargées, et vont partir dans le cytoplasme des cellules où elles vont être consommées dans les différents cycles métaboliques après du coup pour fournir de l'énergie aux différentes réactions. Donc si on simplifie tout le process et qu'on fait une sorte d'équation bilan de la respiration, on va avoir du coup en entrée un glucose et 6 oxygènes. Donc là l'oxygène n'est plus un déchet mais un réactif du coup de la réaction, on en a besoin, qui va produire du coup en sortie 6 CO2 et 6 H2O. Si je vous mets en dessous du coup la réaction de la photosynthèse qu'on avait vu dans la première vidéo, on a exactement la réaction inverse en fait. Donc dans la première, on a génération d'ATP dans le process, réactivation d'ATP qui va servir du coup au cycle métabolique, et dans la deuxième, on a également via absorption de lumière, là c'est via l'énergie de lumière qui est en entrée, on va pouvoir faire sortir le CO2 de cet état stable vers un état un peu plus riche, un état organique qui est l'état de glucose, où là il va du coup pouvoir contenir de l'énergie et être capable d'en redonner après par la suite. Et donc on comprend bien que du coup la respiration est le pendant de la photosynthèse et que ces deux réactions qui se nourrissent l'une l'autre, puisque on pourrait penser que
sans photosynthèse, il n'y a pas de respiration, mais sans respiration, il n'y a pas non plus de photosynthèse parce que le CO2 va finir par manquer si à un moment il n'y a pas un processus qui permet de re-rendre à l'atmosphère du coup le CO2 qui a été capturé précédemment. Alors, à l'intérieur des plantes même, il y a également un processus de respiration, puisque elles utilisent leur propre glucose qu'elles ont produit dans leur propre mitochondrie en fait pour également générer de l'ATP qui va leur servir à leur propre cycle métabolique. Donc on estime qu'à peu près 30% de l'énergie générée par la photosynthèse est utilisée par les plantes elles-mêmes en fait qui respirent elles-mêmes. Donc elles émettent également du coup du CO2 et elles capturent de l'oxygène et elles émettent du CO2. Alors ce processus-là étant que 30% de la photosynthèse, en journée du coup la photosynthèse écrase le processus de respiration, mais la nuit à l'inverse du coup les plantes arrêtent de faire de la photosynthèse et elles continuent à respirer et donc la nuit du coup elles se mettent à émettre un peu comme les hommes du coup un peu de CO2 et à capturer un peu d'oxygène, mais à raison de 30% de ce qu'elles font le jour. Ouais, donc voilà, ça c'était sur la partie respiration. Je suis rentré moins dans le détail, mais c'était juste pour avoir quand même du coup l'idée de la réaction inverse à celle de la photosynthèse. Et là, je voudrais partir un peu en conclusion du coup de ce cycle de vidéo, sur prendre un peu de hauteur sur la nature profonde de la photosynthèse. On va parler un peu de thermodynamique. Alors la thermodynamique, ça a des lois un peu fondamentales, dont les deux premières en fait consistent à dire que l'énergie ne se crée pas, elle se conserve. Il n'y a aucun moyen de créer de l'énergie dans l'univers. On peut la transformer d'une forme en une autre, mais on ne peut pas créer de l'énergie. Et la tendance naturelle spontanée du système va vers le fait que les énergies vont toujours vers une forme d'énergie exploitable, vers une forme d'énergie de moins en moins exploitable, jusqu'à arriver à de la chaleur diffuse dont on ne sait rien faire. Donc ça, on appelle ça en gros l'augmentation de l'entropie de l'univers, c'est-à-dire le fait que les choses aillent d'un statut ordonné vers un statut désordonné. Par exemple, si vous mettez, si vous avez une goutte d'encre et un verre d'eau, vous avez bien les choses séparées. Si vous mettez la goutte d'encre dans le verre d'eau, elle va se mélanger à l'intérieur du verre d'eau et vous ne pourrez pas récupérer les molécules d'encre qui ont été mélangées dans le verre d'eau. C'est un peu l'exemple qu'on donne généralement sur l'augmentation de l'entropie. C'est une sorte d'idée d'augmentation du désordre général. Je ne sais pas si le mot de désordre est adapté, mais en tout cas le fait que l'énergie va vers systématiquement vers un stade un peu moins exploitable, si vous voulez considérer plus à notre échelle, à nous d'humains. Et donc voilà, cette entropie ne peut qu'augmenter. Donc le Soleil lui-même, du coup, a son entropie qui augmente, et ça se fait du coup en brûlant le carburant par fusion nucléaire et en émettant du coup énormément de photons. L'entropie du Soleil augmente, et c'est là qu'est la magie de la photosynthèse, c'est que la Terre, elle, qui a également son entropie qui augmente naturellement, est capable de capturer du coup l'énergie émise par le Soleil et donc une partie de l'augmentation d'entropie du Soleil pour faire diminuer localement l'entropie de la Terre. Et donc la photosynthèse, on m'a émis ça en commentaire, je trouvais que c'était assez joliment dit, c'est une sorte de crème antiride en fait de la Terre, puisque elle est capable de contrer l'augmentation naturelle d'entropie en capturant une partie de l'augmentation de l'entropie du Soleil pour faire diminuer localement l'entropie de la Terre. Et pour ce faire, la photosynthèse du coup est capable de prendre des molécules de dioxyde de carbone pour les amener à une forme réduite. Alors on va parler du coup d'oxydoréduction, de redox, peut-être que c'est des mots pareils qui vous parlent. Donc on a dans la nature des couples oxydants et réducteurs, et dans le cas là qui nous intéresse, le CO2 est un oxydant très stable que la photosynthèse est capable d'amener dans un stade de réducteur qui est moins stable, et donc elle est capable de l'augmenter en fait en énergie à un niveau moins stable grâce voilà, à la capture du coup de l'énergie émise par le Soleil. Alors on appelle ça oxydoréduction, un peu oxy comme dans oxygène, parce que voilà justement l'oxygène est un oxydant extrêmement puissant, il est capable de s'accrocher à énormément d'atomes. Typiquement vous prenez un atome de fer, vous y accrochez, l'oxygène va aller s'y accrocher dessus, ça va faire de l'oxyde de fer, qu'on va également appeler de la rouille. Et voilà, l'oxygène va avoir tendance du coup à s'accrocher à énormément de choses. Alors typiquement par exemple il ne va pas s'accrocher à l'or, parce que l'or est un oxydant encore plus fort que l'oxygène, donc du coup ils vont pas réagir ensemble.
Mais la plupart des métaux vont s'oxyder du coup avec l'oxygène. L'oxygène du coup va être capable d'oxyder énormément de choses dans la nature et vont se retrouver dans un état plus stable à la forme oxydée que réduite. Et notamment du coup le carbone, le dioxyde de carbone qui est du coup la forme oxydée du carbone. Et la photosynthèse du coup est capable de désoxyder le carbone, de le réduire, donc, puisque on a oxydoréduction. Donc dans un sens on oxyde, dans un autre on réduit. Et voilà, grâce à ce procédé-là, elle est capable d'amener du coup le carbone dans un état moins stable que son état naturel, et donc plus riche en énergie. Et donc les énergies fossiles qui nous posent problème aujourd'hui et que l'on brûle sont en fait une sorte de stock de photosynthèse passée qui a été réalisé dans les millions et voire les milliards d'années précédents. C'est de l'énergie du soleil qui a été captée et qui a été du coup réduite et qui a été emprisonnée dans le sol, et qui n'a pas été capable de se réoxyder, faute d'oxygène, puisqu'elle a été piégée dans un milieu sans oxygène, et donc elle est restée à son état réduit, puis avec la pression et la chaleur, elle s'est transformée en d'autres choses, en pétrole, en charbon, ce genre de choses, mais globalement, elle ne s'est pas réoxydée. Donc ces énergies fossiles, c'est de la photosynthèse passée, c'est une sorte de stock d'entropie qui a été patiemment constitué du coup par la vie au cours des siècles. Alors il n'y a pas de finalisme dans l'idée, d'ailleurs faut s'imaginer que si ça avait continué à l'infini, il y aurait fini par plus avoir, sûrement j'imagine à un moment, plus de CO2 dans l'atmosphère, et donc la vie se serait peut-être auto-affamée elle-même, hein, puisqu'on voit que le CO2 a énormément diminué au cours des âges en concentration dans l'atmosphère, et que le facteur limitant de la vie, alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais d'après ce qu'on voit des chiffres et de la composition de l'atmosphère et des éléments rares, c'est le dioxyde de carbone. C'est un peu contre-intuitif de le dire comme ça, mais voilà, les concentrations de 0,004%, 400 ppm, je crois, on est monté. Alors, moi, quand j'étais petit, on m'a pris 300 ppm, je crois qu'on est monté à 400 ppm avec les émissions de gaz à effet de serre, mais ça reste quand même très faible par rapport à l'oxygène qui est à 20% de l'atmosphère, l'azote à 80%, l'eau, c'est pas non plus quelque chose, le facteur limitant. Donc dans la photosynthèse, le facteur limitant, c'est le dioxyde de carbone, et si la vie avait continué du coup à stocker du carbone dans les sols et du coup à le rendre inerte et plus à l'intérieur du cycle du coup de la photosynthèse respiration, il serait arrivé un moment où du coup il aurait fini par manquer de carbone, j'imagine. Et on voit d'ailleurs sur ces graphes de la composition de l'atmosphère depuis des millions d'années, ou sur un autre par exemple sur des milliards d'années, que la concentration en gaz carbonique a tendance à diminuer sur le long terme. C'est vraiment sur des très très longues périodes. Là, l'émission qu'on est en train de faire de CO2 à très courte période, c'est du jamais vu en termes de temps géologique. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. La respiration, comme on a vu le cycle là, ça consiste en gros à brûler du carbone pour le remettre à l'état de CO2. Je vous remets l'équation, 6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. Donc on a en entrée du carbone réduit par la photosynthèse, et on en sort en sortie du carbone oxydé, donc du dioxyde de carbone. Le fait de brûler du pétrole, c'est un peu le même procédé. Par exemple quand on brûle du bois, c'est pareil. On va avoir, c'est une autre forme de respiration. La respiration, une sorte de combustion en fait. Ça consiste grosso modo à brûler de la matière organique. Et voilà, quand on brûle du pétrole ou du bois, on brûle également pareil de la matière organique et on émet du CO2. Alors qu'on se méprenne pas, hein. Il n'y a pas la photosynthèse qui est jolie, qui est propre, qui réduit l'entropie et qui est une sorte de centrale solaire, et puis la vilaine mitochondrie qui est une centrale à charbon et qui, elle, pollue. Le fait de respirer, on pollue pas, comme je vous l'expliquais, c'est un cycle, et si le cycle ne boucle pas, il arrive un moment où il s'éteint parce qu'il manque de carburant. Sans respiration, très rapidement, les plantes vont se retrouver sans CO2, avec un gros tas du coup de matière organique, et si elles sont pas redétruites pour en retransformer en CO2, ça ne boucle pas, et la photosynthèse finit par s'éteindre faute de carburant. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le problème, c'est que là on s'est mis du coup à extraire du sol les stocks de photosynthèse passés et à les réoxyder, à les rebalancer dans l'atmosphère. Alors du coup ça augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on pourrait se dire que c'est super. Du coup il y a plus à manger pour les plantes, pour la photosynthèse. D'ailleurs c'est un des effets secondaires de l'émission de CO2 par les hommes, c'est qu'on se rend compte que du coup la photosynthèse des plantes fonctionne beaucoup mieux, je crois que j'ai lu 30% dans un article, du fait de l'augmentation de la concentration de ce facteur limitant de la photosynthèse. Mais le problème, c'est qu'il y a un effet de bord du coup à ce CO2 dans l'atmosphère, c'est qu'il a un effet réchauffant sur l'atmosphère, et donc avec tout le problème du coup de réchauffement climatique,
Et voilà, il n'y aurait pas eu cet effet secondaire là, ça aurait presque pu être une bonne nouvelle de cramer les énergies fossiles, mais du fait du réchauffement climatique, du coup, l'effet secondaire risque d'écraser tous les autres. Et donc voilà, du coup, le fait de consommer et de brûler ces énergies fossiles, c'est comme une sorte de seconde respiration qu'on ajoute à notre respiration naturelle. On se met à brûler du carbone, pas juste pour notre propre métabolisme, mais pour le métabolisme en fait de notre exosquelette, comme m'a appelé Jean Covici, de machines qui nous entourent, et puis voilà, tout ce qui nous sert également à nous chauffer. Donc en fait, tout se passe comme si les hommes s'étaient mis à respirer beaucoup plus fort qu'ils ne le devraient, chacun. Et beaucoup plus que ce que la photosynthèse est capable d'absorber de l'autre côté du cycle. Donc voilà, c'était histoire de prendre un peu de recul et de hauteur vis-à-vis de ces concepts de photosynthèse et de respiration. Voilà, j'espère que ces vidéos n'auront pas trop été compliquées, que j'aurai été suffisamment clair. Et puis voilà, moi sur ce, je vous dis à bientôt.